Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous regardez For You Matin sur For You Media Africa. Nous allons commencer par le Sénégal pour notre sujet d'accueil, ce duo emblématique formé par Bassirou Diomaye Faye, le président de la République sénégalaise, et Ousmane Sonko, son premier ministre, qui avait bien sûr incarné le combat pour le respect de la démocratie sénégalaise face bien sûr à l'ancien régime, longtemps perçu comme une alliance politique solide et historique. Cette relation donne désormais des signes apparemment d'éloignement, alors même que l'échéance de la présidentielle de 2029 paraît encore lointaine. Les trajectoires des deux leaders semblent progressivement diverger. Sans régner ouvertement le parti PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye, dans un discours il y a quelques jours, a conclu en promettant de ne jamais trahir la coalition Diomaye président, un message qui traduit les tensions, selon les analystes, qui traduit les tensions politiques actuelles au sommet de l'État, car il faut également le rappeler, les frictions entre le chef de l'État et son premier ministre ne cessent de s'accumuler, et ce depuis novembre 2025. Début mars déjà, la tension est montée d'un cran. Le Premier ministre avait déclaré que le PASTEF pourrait se retirer ou alors retirer ses membres du gouvernement si le président venait à s'éloigner de la ligne politique du parti. Eh bien, Ousmane Sonko a même évoqué la possibilité d'une cohabitation douce en cas de divergence persistante, voire un retour du parti dans l'opposition si la rupture devenait irréversible. Est-ce que la crise ou alors la rupture est déjà consommée entre les deux leaders? Nous en parlerons ce matin. Et puis les États-Unis et Israël refusent du moins discutent, d'aller chercher eux-mêmes en Iran le stock d'uranium enrichi proche des niveaux nécessaires à la fabrication d'armes nucléaires. Que cacheraient en tout cas les mollahs après de 10 jours de conflit au Moyen-Orient entre les États-Unis, bien sûr, ou alors l'agression israélo-américaine contre l'Iran. La question de l'uranium revient au cœur des préoccupations internationales. Plusieurs responsables diplomatiques affirment que l'administration de Donald Trump étudie la possibilité d'une opération spéciale pour saisir les réserves d'uranium hautement enrichies de Téhéran. Eh bien, un problème qui est tout de même soulevé. Personne ne sait avec certitude où se trouve aujourd'hui ce stock stratégique. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne sont plus en mesure de confirmer son emplacement, le régime bien sûr iranien ayant suspendu toute coopération avec cette organisation des Nations Unies après la guerre des 12 jours, durant laquelle Tel Aviv et Washington avaient donc bombardé les installations nucléaires iraniennes. Nous en parlerons ce matin. On va une fois de plus analyser les États-Unis et Israël qui veulent justement s'emparer de l'uranium iranien. Nous en parlerons ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être là avec nous ce matin. Vous regardez For You Matin, bien sûr, c'est votre matinale informative. Merci de votre fidélité. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Nous allons donc directement saluer et rapidement d'ailleurs le panel. Monsieur Henri Atangana, bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous ceux qui ont pris la peine de la patience et la patience de nous suivre ce matin. Je dis bonjour, merci à For You Media Africa pour m'avoir invité une fois de plus. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana, Albert Anatole ici également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Madame Siké, je dis bonjour à Henri Atangana, que j'ai le plaisir, n'est-ce pas, de retrouver dans le cadre de cette tribune matinale. Je n'oublie pas de saluer les techniciens. J'ai une pensée ce matin pour le peuple iranien. Oui. Qui subit le martyre de la dictature des soi-disant démocrates. Ils ont mon salut ce matin. Quand je l'ai dit, justement, nous allons nous balader entre Washington et Téhéran. Oui. Hier, dans sa communication de propagande,
Marco Rubio, je crois que c'est comment il s'appelle. Marco Rubio, oui. Le secrétaire d'État américain, par ailleurs fils d'immigrés cubains, dans sa communication de propagande sur la situation en Iran, a prétendu que, je cite, oui, que l'État iranien c'est un État clérical et terroriste. Je pense à ce propos que l'État iranien, c'est-à-dire le pays des mollahs, c'est un État clérical et terroriste. J'ai sursauté de mon siège. J'ai franchement sursauté. Puis non seulement on va parler très loin dans l'histoire pour savoir qui est vraiment terroriste. Allons un peu dans la séquence du Venezuela. Alors, l'acte qui a été posé par l'administration Trump, je veux dire, oui. Comment cela s'appelle-t-il? C'est quoi? C'était une guerre avec enlèvement d'un président en fonction? En fonction. C'était quoi? M. Trump avait le mandat de l'ONU ou bien du Congrès américain pour tuer, n'est-ce pas, des Vénézuéliens et enlever un chef d'État et son épouse. C'était un acte terroriste. On y va du côté d'Iran, oui, où également l'odieux Trump, Netanyahu, agresse un pays sans aucun mandat ni de l'ONU, ni du Congrès américain. C'est quoi? C'est pas du terrorisme, ça? Madame Sike. Mais là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Les États-Unis, n'est-ce pas, les États-Unis, comme les restes, sont des États terroristes. Peut-être M. Marco Rubio, il a voulu arrondir les angles de propagande pour justement, j'ai envie de dire, essayer d'amadouer l'opinion américaine. Il faut donc que l'opinion américaine, qui est divisée sur la question, notamment l'agression iranienne par Trump et Netanyahu, il faut que dans les Américains sachent ce matin, à leur réveil, que leur État c'était un État terroriste et que l'action actuellement engagée, les actions militaires engagées concomitamment par Washington et, n'est-ce pas, Tel Aviv, ce sont des actions terroristes, Madame Stike. Ils ont prétendu aller libérer, n'est-ce pas, les Iraniens. J'imagine que les bombes de Tchahal et les bombes de Washington sélectionnent entre ceux qui veulent la liberté, ceux qui ne veulent plus des mollahs et ceux qui veulent les mollahs. Merci pour l'invitation. Merci à vous également, Monsieur Aïssi. On va donc aller directement pour l'actualité au Sénégal et je vous propose cet élément pour planter le décor. Ce pacte sacré devant une assemblée générale acquise à sa cause, Bassirou Diomaye Faye a revêtu ses habits de chef de coalition élu. En mars 2024, avec plus de 54% de voix, le chef de l'État n'oublie pas le chemin parcouru, celui d'une candidature née dans l'adversité alors qu'il était encore en détention. Une main tendue pour assurer les formations alliées et réaffirmer son ancrage au sein du PASTEF. Car l'enjeu est aussi de faire taire les rumeurs de schisme avec Ousmane Sonko. Si le Premier ministre s'affichait le même jour dans ses chants prônant la souveraineté agricole sur les réseaux sociaux, le président lui s'est porté garant de l'unité au sommet. C'est mon ami, il n'y a aucun conflit entre nous, martelait déjà-t-il il y a quelques mois. Sur le terrain, la machine de guerre électorale se muscle. La superviseure de la plateforme, Aminata Touré, a annoncé le ralliement de 278 maires, appelant à une mutation du discours politique. De son côté, le ministre Abdourahmane Diouf l'assure, la majorité parlementaire reste résolument diomayenne. Pour verrouiller cette unité, un nouveau règlement intérieur a été adopté. Désormais, la discipline est le maître mot. Interdiction de critiquer les orientations présidentielles en public et priorité absolue au dialogue interne. Soutien au mandat, préparation des futures échéances et ancrage durable, la coalition Diomaye président se met en ordre de bataille avec une promesse en guise de boussole, celle de la reconnaissance et de la dignité. Voilà, merci à la rédaction de For You Media Africa pour cet élément qui nous permet bien sûr de planter le décor. Eh bien, nous allons ouvrir avec vous, Monsieur Henri Atangana, cette actualité au Sénégal. L'on s'interroge, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est une crise au sommet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rebondissements, mais il y a encore quelques jours avec cette dernière sortie, du moins les derniers événements, et la sortie, les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye, l'on s'interroge, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour au sommet de l'État sénégalais? Déjà, je renouvelle
civilité à triple A que j'ai pas aperçu à cause des problèmes techniques qu'on a eu avant le début de l'émission. Voilà. Rien. Est-ce qu'il y a une rupture dans l'exécutif sénégalais? Il faut bien savoir que la rupture était déjà quasi annoncée. La véritable question était de savoir comment ils allaient gérer ça. C'était la question de fond. Parce qu'il y a un chef d'État qui ne s'attendait pas à être chef d'État, qui a été en réalité un supplétif du chef de l'État. Et ce chef d'État supplétif a nommé comme Premier ministre M. Sonko, qui était en réalité le leader du parti et qui aurait dû être chef d'État, mais pour des raisons spécifiques, il n'a pas pu se présenter. Voilà comment ça se présentait. Alors la question, c'était comment ils allaient gérer la crise par la suite, tout en sachant qu'il y a des paramètres humains. Les paramètres humains qui sont, parce que c'est humain, c'est rien que de l'humain. Parce que c'est le PASTEF c'est un ressortissant du PASTEF qui est chef d'État, et un autre ressortissant du PASTEF qui est Premier ministre. Donc il y a une cohérence du point de vue institutionnel. Très bien. Sauf que M. Diomaye Faye, il va prendre de l'étoffe, et il a déjà pris de l'étoffe parce qu'il est chef d'État. Il s'est ancré. Et il devient non plus le substitut de M. Ousmane Sonko, mais un présidentiable en tant que tel. Alors, et en même temps, non seulement il est présidentiable, est-ce qu'il allait rester modeste en se disant, OK, d'accord, je préfère laisser la place, les manettes à celui qui est vraiment chef d'État, parce que moi, je suis un chef d'État d'apparat. Ou alors, je vais prendre mon destin en main. En fait, c'est ça, c'est la question qui se pose, simplement que ça. Alors, le reste, ce sont des tensions qui étaient prévisibles, parce que c'est des êtres humains. Il y a eu une coalition Diomaye président, je parle bien d'une coalition, ce n'est pas encore un parti politique, entendons-nous. Il y a cette coalition-là qui dit Diomaye président. Il est président, pourquoi une coalition va se créer pour qu'il soit président? C'est manifestement que cette coalition se prépare pour qu'il soit président pour la prochaine échéance. Voilà, donc ça crée déjà une tension entre Sonko, Premier ministre, qui a vocation, lui, à être président, à diriger. Alors, est-ce qu'ils allaient trouver l'équilibre parfait entre le dirigeant, la ligne intellectuelle du parti, parce que c'est ça, c'est pas la ligne dure du parti Sonko, mais c'est plutôt la ligne intellectuelle, la ligne directive du parti, qui se retrouve au Premier ministre, et avec un président d'apparat, ils allaient inaugurer quelque chose dans les institutions. Est-ce que ça allait tenir? Mais manifestement, ça ne tient pas. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et alors, on voit très bien qu'ils se préparent déjà pour les prochaines échéances, avec tout ce que ça va poser comme problème. C'est-à-dire qu'il y aura, si Diomaye président, le rassemblement Diomaye président devient un parti politique, qui sera son chef de parti? Dans l'état actuel des choses, ça veut dire que M. Diomaye Faye va devenir chef de ce parti politique. Or, dans les institutions, dans l'esprit des institutions de la Ve République, le chef d'État est au-dessus des partis. Je parle bien de l'esprit de ces institutions. Vous vous souvenez encore, comme je dis souvent, dans l'hyperbole qui avait été utilisée dans le débat qui opposait M. Hollande à M. Sarkozy, la litanie de moi président, où Hollande disait à M. Sarkozy, moi président, je ne serai pas le chef d'un parti, mais le chef de la France. C'était pour dire que l'attitude de Sarkozy, qui est resté très proche du parti, est une violation de l'esprit des institutions. Je n'ai pas dit des institutions, parce que ce n'est pas écrit, mais de leur esprit. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Diomaye Faye, aujourd'hui, il violerait l'esprit des institutions en se faisant président d'un parti politique, alors même qu'il est déjà le chef de l'État, et qu'il devrait quitter le fait d'être sorti du PASTEF. Il n'est plus un membre du PASTEF, parce qu'il n'était pas président du PASTEF, mais un membre du PASTEF. Il sort du PASTEF, mais il doit maintenant être président des Sénégalais. Alors même qu'il est encore président, devenir président d'un parti, ça veut dire quoi? Être président d'un parti, ça veut dire qu'il déclare cette association parti politique, élu président,
Parce que là, on nomme un trésorier et tout ce qu'il faut à minima pour qu'il y ait parti politique. Vous voyez la complexité de la chose. Et à ce moment, il rentrerait automatiquement en cohabitation. Forcément, le Premier ministre et le président ne seraient plus du même parti politique. Et ce serait alors une cohabitation. Ou alors, n'oubliez pas non plus que M. Diomaye Faye pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. Et espérer alors que son nouveau parti politique, Diomaye qui a déjà 300 élus, c'est beaucoup 300, pourrait gagner. À ce moment, il faudra aller rechercher un Premier ministre dans l'association Diomaye Présent, auquel cas Sonko ne serait plus Premier ministre. Il restera encore de la cohérence. Mais maintenant, s'il ne gagne pas, et que c'est le PASTEF qui gagne, il serait obligé qu'on propose de choisir un Premier ministre dans le PASTEF, qui peut être Sonko ou quelque chose, mais en réalité, il rentrerait dans une logique de cohabitation. Tout ça se cache les prochaines échéances parlementaires et surtout les prochaines échéances présidentielles. Voilà globalement comment ça se dessine. C'est, moi, à mon avis, une lutte d'hommes, même si aussi, apparemment, se cache derrière tout ça une lutte de vision. Parce que le Premier ministre, Ousmane Sonko, estime que le chef d'État n'est pas assez franc, je veux dire, dans ce que le PASTEF avait promis aux Sénégalais et aux Africains. Parce que n'oublions pas qu'ils sont venus là en tant que parti politique panafricain. Et on ne se dit pas seulement parti politique panafricain, mais il faut aussi avoir une politique panafricaine. Le Premier ministre Ousmane Sonko estime, à tort ou à raison, c'est un autre débat, que le président n'est pas cette ligne, ne suit pas cette ligne panafricaine, au point de s'incarner comme un panafricain mou, alors que Sonko serait un panafricain radical. Je dis que quand j'utilise les mots ici, ils ne sont pas péjoratifs. J'essaie de qualifier la situation. Voilà, c'est un peu le premier jet que je peux faire par rapport à cette réalité. Merci à vous, Monsieur Henri Atangana. Une réalité, effectivement, que nous vivons, en tout cas, on observe au sommet de l'État sénégalais la rupture. Est-ce qu'elle est déjà consommée? En tout cas, il y a plusieurs événements qui se sont déroulés de ce côté-là qui nous obligent à poser cette interrogation, bien sûr, ce matin. Quelques jours encore, on en parlait. D'ailleurs, cette sortie d'Ousmane Sonko, il menaçait, du moins, il déclarait que son parti il était prêt à rejoindre l'opposition si jamais le président Diomaye s'éloignait de leur ligne directive. Et puis on voit après seulement quelques jours plus tard la sortie du président Diomaye Faye où il déclare qu'il ne va jamais trahir la coalition Diomaye. Voilà. Donc cette interrogation de ce matin, Monsieur Anatole ici. Je pense que le spectacle que nous livre le président sénégalais, son Premier ministre, est désolant. C'est vrai qu'il faut, avant d'aller en profondeur dans nos analyses, oui, il importe d'abord d'évoquer les causes. Oui. Mais tout en évoquant les causes, il faut quand même indiquer que lorsqu'on n'est plus d'accord, lorsqu'on est Premier ministre d'un gouvernement et qu'on n'est plus d'accord avec son président, on fait une chose simple. C'est-à-dire? On démissionne. On démissionne tout simplement, et non d'aller dans les cohabitations douces ou bien raides, toutes les articles que nous avons suivis là. Vous nous démissionnez tout simplement pour marquer votre désaccord par rapport à la posture adoptée par votre président. Nous avons observé ces frictions depuis le départ, je crois quelques mois après leur arrivée au pouvoir. Le Premier ministre sénégalais s'est donné quelques libertés de gérer certains dossiers réservés au président de la République. Donc on pense que ça faisait partie, n'est-ce pas, de ses attributions. Mais nous avons constaté plus tard qu'il empiétait justement sur les prérogatives du chef de l'État, notamment en matière de diplomatie, en faisant certaines sorties, notamment s'éloigner par exemple des FMI,
Ça, c'est pas lui qui ne lui appartient pas de prendre de telles initiatives. Il appartient au président de la République de prendre de telles initiatives parce que le président de la République est garant et représente le pays au niveau des instances internationales. Ce n'est pas le Premier ministre qui le fait. Et ces questions sont poursuivies, je crois, en 2026, tout récemment. Oui. Notamment avec le limogeage par Diomaye Faye. Diomaye Faye de Aïssatou, je crois, Aïssata Mbodji. Aïssatou Mbodji, qui était président de la coalition, pour être remplacé par qui? Une proche, par la conseillère de Diomaye. Je crois que c'est Aminata Touré. Aminata Touré. Donc, ça c'est davantage, il y a eu davantage de fractures. En plus d'être reproché au président de la République de s'écarter de la ligne, n'est-ce pas, du PASTEF, qu'il a porté sa candidature en 2024. Donc, ça fait partie des griefs qui sont portés contre le président sénégalais. En plus de ces griefs, ces multiples visites un peu contestables du côté de l'Élysée, où nous avons vu un président qui a du mal à s'assumer, à prendre l'initiative de souveraineté. Il avait été, n'est-ce pas, proclamé pendant la campagne de l'élection présidentielle 2024, la question de rupture et les questions de souveraineté. Est-ce que les initiatives prises jusqu'à ce jour, jusqu'alors, vont dans le sens des promesses de campagne, n'est-ce pas, de 2024? Donc, le sentiment que ce n'est pas encore le cas, on tourne encore en rond. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, est-ce que la rupture est consommée? Oui, puisque la rupture est totalement, fatalement consommée. Pourquoi? Déjà, le 7 mars dernier, Diomaye Faye a justement présidé la première assemblée générale de sa coalition. Je crois qu'il s'agit là d'une initiative qui n'est pas que symbolique. Effectivement. Il a dit de prendre une sorte d'émancipation politique vis-à-vis, n'est-ce pas, du PASTEF, vis-à-vis de Sonko. Ça veut dire que c'est une alternative qu'il est en train de mettre en place. Dans le cas, n'est-ce pas, par exemple, dans la perspective des élections de 2027 qui sont annoncées. Oui, les élections législatives, les élections législatives, je crois également municipales, en tout cas les élections locales. Oui. Donc, alors, nous pensons que c'est une très mauvaise idée au départ, ça a été une forme de modèle, c'est-à-dire Sonko qui est dans l'incapacité d'être candidat, il passe la main à son secrétaire général, qui est également par ailleurs son ami, parce que donc, il ne faut pas que... Nous avons pensé que c'était modèle. Malheureusement, chemin faisant, comme d'habitude, il y a de plus en plus, n'est-ce pas, des lézards qui se dessinent, n'est-ce pas, dans cette amitié-là, dans ce qu'on a pensé être une bonne collaboration. Mais est-ce qu'on peut dire que le président Diomaye a une trop grande appétit aujourd'hui, vous l'avez dit, avec cette coalition qui a finalement officiellement, il a lancé cette plateforme en vue des prochaines échéances. On sait qu'il y avait tout de même un deal. C'est vrai que ça concerne un peu plus la présidentielle 2029. Il faut passer la main. Mais au regard de tout ce qui est en train de se dérouler, on peut penser que M. Diomaye a encore aussi des ambitions pour 2029. Bien évidemment. Oui. S'il met en place une telle coalition, puisqu'il a pris l'engagement de ne jamais trahir sa coalition, il n'a pas pris l'engagement de ne jamais trahir le PASTEF. Il a pris l'engagement de ne jamais trahir la coalition, dont la coalition Diomaye président. Ça veut dire qu'il a justement les ambitions de revenir en 2029. Est-ce que je vais dire, la plateforme qui va mettre en place, que ce soit un mouvement, que ce soit un parti politique, aura la même envergure que le PASTEF. C'est ça. C'est ça le problème. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Sonko est le président, il reste le président du PASTEF, il reste populaire au Sénégal. Il reste populaire au Sénégal. Donc, je crois que si Diomaye est président en 2029, ce qui est son rôle le plus absolu, ça va peut-être rabattre les cartes. Ça va rabattre les cartes parce qu'il aura face à lui M. Sonko, qui désormais, c'est vrai que ça fait débat, qui, après une condamnation de 6 mois avec sursis, a bénéficié quand même en 2024 n'est-ce pas, d'une amnistie. Bon, généralement l'amnistie, n'est-ce pas, efface, n'est-ce pas, votre casier judiciaire.
Oui, Donc, maintenant, mais il faudrait justement que le président Diomaye... ça a été fait, il a été amnistié, il n'a pas été gracié, il a été amnistié. Dès lors Ouais. que, s'il avait été gracié, là, Oui, oui, n'est-ce pas, sa oui. condamnation serait encore inscrite dans, n'est-ce pas, dans son casier judiciaire. Mm. Dès lors qu'il a été amnistié en tant que prisonnier, je crois prisonnier, il a été fait prisonnier pour les faits de délit communs et non pour d'autres, non pas pour les faits politiques. Il a été fait prisonnier pour les faits de délit communs. Il a été donc amnistié. Ça veut donc dire que ça efface toute cette condamnation au niveau de son casier judiciaire. Donc forcément, donc, il peut donc être candidat. Même si ça fait débat. C'est vrai que ça divise un peu. Ça fait débat, effectivement. Ça fait débat, justement. Ça divise un peu l'opinion politique sénégalaise. Mais pour certains juristes, il n'y a pas de débat dessus. M. Sonko peut désormais être candidat à l'élection 2029. D'abord, il n'y a pas de débat. Je voudrais terminer en disant une chose. C'est quoi? C'est que il y a des choses, je l'ai dit la dernière fois, lorsque nous avons évoqué la même problématique, la même actualité, à savoir qu'il y a les problèmes il faut qu'ils aient des canaux de discussion pour régler certains problèmes. Parce que ce n'est pas un bon spectacle, ça. Ils doivent avoir des canaux de discussion pour gérer certains problèmes. Nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une querelle de leadership. C'est vrai que, du point de vue du panafricanisme des souverainistes que nous sommes, nous avons le sentiment que M. Diomaye n'est pas véritablement en train de suivre la ligne politique du PASTEF qui est celle de la rupture. Ouais. On a eu quelques petits signaux, notamment le départ des bases militaires, des bases militaires françaises et des militaires français. Mais je n'ai pas le sentiment que tous ces militaires sont véritablement partis. Oui. Il y a encore une partie qui est restée à Dakar. C'est important de le dire. Oui. Il était question d'engager dans une sorte de souveraineté alimentaire, une sorte de forme de souveraineté économique. Ce n'est pas encore le cas parce que aujourd'hui Sonko et Diomaye ont des postures contradictoires ou opposées, notamment en ce qui concerne la collaboration avec le FMI. Je pense que s'il y a lieu, de mon point de vue, de régler définitivement cette question, je pense qu'il faut que ces deux-là s'assoient, soit par des canaux politiques, soit par d'autres canaux pour discuter, parce qu'en fait, comme j'ai dit d'habitude de le dire, ils vont passer, le Sénégal va rester. Effectivement, et justement, peut-être avant de sortir de ce thème, Monsieur Henri Atangana, on voit donc déjà cette division, c'est vrai, depuis on voit les deux hommes, mais il y a également l'impact même au sein de la population sénégalaise, on voit des réactions. Jadis, cette population qui était unie autour de ces deux leaders, aujourd'hui, il y a justement cette division, cette friction. D'un côté, ceux qui soutiennent le président Diomaye, d'autres ceux qui soutiennent de l'autre côté le Premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce que c'est dangereux ce qui est en train de se dessiner peut-être pour les prochaines échéances électorales? Ce qui est sûr, c'est que ça rend les prochaines échéances un peu plus imprévisibles. Parce qu'il faut savoir qu'en matière politique, quand vous prenez un électorat, vous affaiblissez un autre. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, les partis politiques se partagent un électorat commun. Ça veut dire que quand un parti politique prend des électeurs, il les prend à d'autres. À part les partis politiques qui vont prendre de nouveaux électeurs, c'est-à-dire aller chercher des électeurs chez des gens qui ne votent pas. C'est-à-dire chez des gens qui n'ont pas d'opinion. Ça dépend des pays. En Belgique, par exemple, le vote est obligatoire. Donc la masse des gens qui ne votent pas, dont les gens vont voter ne serait-ce que pour éviter les amendes. Parce qu'on ne veut pas payer, on va voter. Donc, la masse de gens qui ne votent pas est faible, même si ça existe. Donc, dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, il y a des gens qui ne votent pas, qui n'ont pas. Alors, on peut aller chercher des électeurs de ce côté. Mais dans tous les autres cas, il y a une masse constante d'électeurs. Quand je crée un parti politique, je vais siphonner les électeurs de quelqu'un. Donc, ce qu'il se passe là, c'est-à-dire qu'il y a en réalité un rassemblement qu'on appelle Diomaye président. Ce rassemblement-là va devenir parti politique. Donc, il va aller chercher des électeurs ailleurs. Le problème, c'est qu'on n'a pas une vision très claire du paysage politique après. Est-ce que le PASTEF va rester toujours assez fort
est-ce que la coalition Diomaye président va créer un parti politique qui va bénéficier de la nouvelle envergure de Diomaye Faye et le suivre? Ça, ce sera difficile à voir. Et pour l'instant, c'est très, très difficile à dire parce qu'on n'a même pas de données d'anticipation. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont soutenu le PASTEF sont déçus. Ça, c'est un fait. Ceux qui ont soutenu le PASTEF sont déçus d'abord à cause du spectacle qu'il nous offre. Et en plus, là, c'est le panafricain qui parle, la ligne politique, ça, Triple A vient de le dire, la ligne politique suivie par Diomaye Faye ne nous semble pas assez panafricaniste. On a d'ailleurs l'impression que, on a l'impression qu'il a plutôt une attitude de France-africain. Vous savez, comme je vous disais ici, qu'on a l'impression que dès qu'ils sont sur le perron de l'Élysée, ils deviennent heureux. Et on ne comprend pas pourquoi. On s'attendait à ce qu'il soit beaucoup plus panafricaniste, mais il devient beaucoup plus France-africain. Il est heureux d'être à l'Élysée, d'être reçu à l'Élysée, un peu comme une fiancée qui vient en voyage de noces. Voilà, et ça ne correspond pas à notre vision. Mais ça, c'est notre vision panafricaine. De façon globale, on voit qu'il y a M. Diomaye Faye qui veut devenir président. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes. Ils voient très bien qu'il veut devenir président pour des ambitions personnelles. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas, il ne nous a pas encore montré, du point de vue, d'abord son idéologie, on ne l'aperçoit pas. Mais il n'y a pas une rupture idéologique qu'on voit avec le PASTEF qui justifie sa posture. C'est donc une question de personne. Apparemment, je ne m'aventure pas. Qu'est-ce qui justifie? Le parti peut se diviser parce qu'il y a des visions différentes. Il y a des idéologies. Mais là, on ne voit même pas sa sensibilité. Sauf s'il nous explique qu'il était panafricain pour des raisons de circonstances et aujourd'hui, il explique qu'il est france-africain. Pour des raisons matérielles, le plaisir de prendre les jets privés pour aller à l'Élysée. Je crois que s'il nous explique ça comme ça, beaucoup de gens ne vont pas être contents, ils risquent de ne pas conquérir l'électorat de cette manière-là. Mais on sait très bien que le pouvoir attire. Vous vous souvenez de M. Macron qui n'avait pas de parti politique avant d'être chef d'État? Dès qu'il était chef d'État, il a créé un parti politique, il a eu beaucoup de gens. Oui. Même si maintenant il a du mal à faire un gouvernement. Mais il y a ça, il y a beaucoup de gens qui vont rejoindre Diomaye Faye parce qu'il est président. Et ça fait partie des calculs politiciens. Mais est-ce que les Français est-ce que les Sénégalais vont sanctionner ça? Parce que c'est ça que Diomaye Faye risque d'oublier. Parce que même s'il crée son parti politique et qu'il a des députés, mais la présidentielle, ce n'est pas une élection parlementaire. Il peut se retrouver à la prochaine tentative de se présenter comme chef d'État, sanctionné par les Sénégalais qui risquent de lui dire « Écoute, là, franchement, tu nous as déçus. » Voilà, il dit d'ailleurs qu'il ne va pas décevoir la coalition. Il ne va pas trahir la coalition, c'est ça qu'il dit. Tout à fait. Mais il ne vient pas de trahir le PASTEF. Comment tu es né, tu es porté par le PASTEF, tu ne dis rien du PASTEF et tu dis maintenant que tu ne vas pas trahir une nouvelle coalition sans nous expliquer pourquoi tu as trahi le PASTEF. Enfin, disons que M. Diomaye Faye n'est pas cohérent jusqu'à présent. Je ne lis pas, je ne critique pas, mais je dis je n'ai pas encore de lecture de ce qu'il a envie de faire. Voilà. Donc, s'il dit qu'il ne va pas travailler sa coalition, oui, mais pourquoi il n'a pas fait la même chose pour le PASTEF, sauf s'il était au PASTEF pour des raisons opportunistes. Pourquoi s'il est capable de trahir le PASTEF, pourquoi il ne serait pas capable de trahir la nouvelle coalition Diomaye président? D'ailleurs, le nom de la coalition le dit. Il dit clairement qu'il a envie de se présenter à la prochaine présidentielle. Et c'est juste un problème d'homme, un problème de tempérament, mais ce n'est pas un problème idéologique. Pour le PASTEF, on connaît sa ligne idéologique. Mais pour la coalition Diomaye président, maintenant il a parlé. Moi, je ne suis pas le directeur de campagne de M. Sonko. C'est M. Sonko, pendant sa campagne présidentielle, qui va devoir donner ces éléments au public sénégalais. Pour dire aux Sénégalais, mais attendez, voilà, il nous a trahi quand il était au PASTEF. Voilà, ça va faire partie de la campagne présidentielle. Et les campagnes à venir. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que le paysage politique sénégalais va être totalement
totalement bouleversé. Bon, maintenant, est-ce que déjà Sonko va se présenter? Il était amnistié, est-ce qu'il pourra se présenter? Ça aussi, je pense qu'il va se présenter, puisque ça doit normalement effacer, mais je ne connais pas bien les lois sénégalaises en la matière. Dès qu'on t'amnistie, normalement, ça doit effacer la condamnation sur le casier judiciaire. Est-ce que l'annulation est juste pénale? Est-ce que c'est aussi civil? Est-ce que, bon, il faut aller dans les détails, des lois sénégalaises. Mais si Sonko se présente, il va forcément devoir faire une campagne. Il a beaucoup de chances de gagner aussi. Voilà. Mais le paysage politique sénégalais va se redessiner. Il faudra que M. Diomaye Faye... Je pense que lui n'a que le fait d'être président comme atout aujourd'hui. Et il va devoir quand même démontrer aux Sénégalais qu'il a autre chose que le fait d'être ancien président, qu'il a une ligne politique qu'il propose aux populations, qu'il a une direction. Pour l'instant, on ne voit pas ça, à mon avis. Donc, on verra, mais ça nous promet une société sénégalaise divisée pour les prochaines échéances. Une société sénégalaise divisée pour les prochaines échéances, mais aussi, Monsieur Albert Anatole, ici, on a effectivement l'impression que depuis que les deux dirigeants, du moins les deux leaders sont à la tête du Sénégal, on parle moins de projet, voilà, il y a plus cette guéguerre depuis et le temps passe, le mandat également, voilà, les années passent et bientôt 2029, c'est juste dans quelques années et on aura simplement l'impression que les deux leaders n'ont réellement pas travaillé. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. Oui. C'est-à-dire que les promesses de campagne de 2024 ne sont pas vraiment suivies des faits sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui ont été promises aux Sénégalais. Nous avons eu bon espoir, nous les panafricains, que effectivement les lignes vont bouger de ce côté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce qui va davantage m'intéresser, c'est, même si je peux comprendre les motivations de Sonko, par le fait que justement vous avez la ligne politique du principe qui n'est pas respectée, les engagements pris vis-à-vis des peuples sénégalais ne sont pas respectés. Il faut quand même questionner sur le contexte. D'accord. Il faut quand même questionner le contexte. Pourquoi maintenant? Parce que, oui, Sonko aurait peut-être dû attendre l'aveu des prochaines échéances et contester, bien exprimer justement son désaccord. Il pouvait également même exprimer son désaccord par sa démission. La preuve, c'est qu'au dernier conseil des ministres, il n'a pas été présent. Et ça veut dire que là, il a essayé d'exprimer son désaccord avec le président de la République. L'idéal pour moi, en tout cas à mon sens, aurait été sa démission. Parce que là, il y a une sorte de cacophonie qu'il entretient en tant que chef du gouvernement, en tant que le patron du gouvernement, n'est-ce pas, du Sénégal. Mais est-ce que la démission ne va pas aggraver la situation? Peut-être est-ce qu'on évite? Moi, je pense que non, s'il y a une démission, ça veut dire non, il n'est pas indispensable. Personne n'est indispensable, vous le savez. Donc, si il démissionne, ça fera davantage un écho, politiquement parlant. C'est vrai. Il pourra expliquer au peuple sénégalais que j'ai démissionné parce que. Là, ça pourra il va tirer un profit politique certain. Mais s'il reste au gouvernement tout en entretenant cette guerre, je pense que politiquement, ça le dessert. Ça dessert, et en plus, ça dessert davantage les Sénégalais qui les ont élus là. C'est important. La dernière fois, je vous indiquais que l'idée, je crois que ce n'était pas une bonne idée de le nommer Premier ministre, lui donner des responsabilités au sein de l'État, au sein de l'appareil d'État. C'était peut-être d'abord le laisser carrément à la tête du PASTEF, et puis voir. Dans le meilleur des cas, on lui confie un sampontin, peut-être au Parlement, n'est-ce pas, sénégalais. Mais dans le contexte actuel, vous avez le président de la République qui est, n'est-ce pas, qui fixe au cap, et c'est le gouvernement qui exécute. Et si vous avez donc un gouvernement qui n'exécute pas la politique du chef de l'État, ça va créer des blocages. Et c'est le cas. Vous avez la situation économique qui est désastreuse, vous le savez. Oui. Alors, vous avez la situation économique qui est désastreuse, ils nous ont fait comprendre qu'il y avait une dette cachée, n'est-ce pas, de l'ancien régime. Maintenant, le FMI a fait des cartes de fer.
pour justement pour le déblocage d'environ 1,8 milliard de dollars qui a été annoncé de ce côté. Vous avez Sonko qui dit on ne va plus FMI parce que le FMI n'est pas là pour notre bien. Vous avez d'un côté Diomaye Faye qui vous dit moi je vais au FMI. Vous voyez donc ça, il y a un gros problème, il y a une grosse cacophonie. Une très grosse cacophonie. Nous les panafricains on s'aligne sur la posture de Sonko. C'est-à-dire qu'il faut parler vers les instances financières internationales parce qu'elles ne sont pas là pour notre bien. Elles sont là pour leur business, point. Le reste, c'est le blablabla. Donc, il faut que ces deux-là s'assoient. Une fois de plus, il faut que ces deux-là s'assoient pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Est-ce que les deux leaders vont justement s'asseoir pour retrouver une solution définitive justement pour l'intérêt des Sénégalais? De toutes les façons, c'est une actualité que nous suivons hein, de bout en bout. On espère que on trouvera une issue favorable et que voilà qu'on va éviter. Est-ce que certains prédisent déjà cette rupture entre les deux leaders ou alors cette rupture définitive entre les deux leaders à la tête du Sénégal? Merci en tout cas, cher monsieur, d'avoir commenté cette actualité et nous allons donc directement passer à l'autre thème du jour, et c'est d'ailleurs le thème principal de ce matin. Depuis quelques jours, c'est ça qui fait l'actualité. D'ailleurs, cette agression américano-israélienne contre l'Iran, à chaque fois, il y a des rebondissements. Cette fois-ci, eh bien, on parle d'uranium. On parle d'uranium, bien sûr, en lien avec le nucléaire. Et l'on apprend, selon des sources, que les États-Unis et Israël veulent donc envoyer des forces spéciales directement du côté de l'Iran pour s'emparer de l'uranium iranien. Alors finalement, est-ce que c'était véritablement ça? La cause ou la raison de cette agression, nous en parlons. On a l'impression que de plus en plus, au fur et à mesure que les jours passent, on commence à peut-être mieux comprendre. C'est certain, on peut-être l'avait déjà compris, mais on commence de plus en plus à savoir ou alors à détecter quelle était la réelle raison de cette agression américaine et israélienne du côté de l'Iran. L'uranium qui commence à être posé, le problème de l'uranium qui commence à être posé sur la table. Si ces deux États veulent envoyer des forces spéciales pour s'emparer de l'uranium d'Iran, on s'interroge, ça nous fait penser bien sûr à l'uranium du Niger. Alors, monsieur Henri Atangana, force spéciale quand même qui pourrait être envoyée en Iran. L'uranium qui devient donc justement cet enjeu stratégique et majeur autour de ce qui se passe du côté de l'Iran. Moi, l'argument de l'uranium n'est pas très convaincant pour moi. Je n'y crois pas. Alors, absolument pas du tout. Je crois que c'est de la communication. Et n'oubliez jamais que les hommes politiques communiquent en permanence. Ils communiquent même quand ils disent la vérité. Oui. Même quand ils mentent, ils communiquent toujours. Quand il vient dire la vérité, c'est parce qu'il va atteindre ses objectifs. Quand il vient mentir, c'est parce qu'il va atteindre les objectifs. C'est qu'il ne parle qu'en fonction des objectifs qu'il s'est fixés. Là, ils ont dit que la vraie raison pour laquelle on a bombardé l'Iran, c'est le pétrole. Celui qui ne comprend pas ça, c'est la raison essentielle. La deuxième raison, on va y arriver. D'abord, on a commencé par enlever le chef de l'État vénézuélien. Oui. Pourquoi l'enlever? C'est pour contrôler le pétrole du Venezuela. Quel est le rapport entre le Venezuela et après l'Iran? Ces deux pays ont commencé à vendre le pétrole à la Chine, sans passer par le dollar. Oui. Sans passer par le système SWIFT. Je rappelle en passant que les Chinois ont mis une plateforme concurrente à SWIFT qu'on appelle le China International Payment, ISP, un truc comme ça, je n'ai pas ça de mémoire. China International System Payment, je pense ça, qui est un concurrent à SWIFT. Il n'a pas encore autant de communication que SWIFT. Mais sa réalité est de permettre d'acheter l'énergie sans passer par le dollar. Très bien. Souvenez-vous que la vraie raison pour laquelle on s'était abattu sur Saddam Hussein,
C'est parce que Saddam Hussein a voulu vendre le pétrole Oui, en euros. tout à fait. Il l'a même vendu. Sauf que quand les États-Unis se sont abattus sur Saddam Hussein, les Européens ont regardé. Pourtant, c'est la vraie raison. Il ne faut pas perdre de vue que le dollar est contesté depuis en tant que monnaie pour acheter l'énergie et monnaie du monde depuis Nixon. Puisque avant, le dollar pouvait être une devise internationale. Le dollar était quand même adossé sur l'or. Très bien. Mais à partir du moment où le dollar n'est plus adossé sur l'or depuis 1971, c'est donc du papier. À partir du moment où c'est une monnaie internationale et que ce n'est adossé sur rien, les États-Unis n'achètent pas dans le monde. Ils le prennent. Quand vous avez compris ça, vous comprenez donc que la supériorité américaine, la puissance américaine est due au fait de l'avantage énorme que le dollar lui confère. J'étais en train de citer le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle qui disait déjà ça. Donc les gens voyaient, mais les gens avaient peur. Et ils savent ça. Ils développent donc une armée susceptible de faire peur. Elle faisait même d'abord un peu moins peur maintenant, mais il faut bien savoir qu'après les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, ils sont les seuls à avoir la bombe nucléaire. Oui. Je vous dis que toute la planète avait peur des États-Unis. Les gens ne savaient pas très bien ce que c'était, mais ils se disaient que ces gens ils sont capables de raser un pays avec une seule bombe. Et c'était d'ailleurs le but de ces bombardements. Très bien. Les États-Unis veulent donc garder la suprématie. Et la suprématie est une suprématie économique. Et ça passe par un commerce international et surtout la vente de l'énergie en dollars. Ça veut dire que quel que soit ce que tu veux faire dans le monde entier, tu as besoin du dollar. Quel que soit, puisque la croissance, c'est de l'énergie. Voilà, et c'est ça qui a créé la notion de pétrodollar. Très bien. À partir du moment où le Venezuela, et c'est ça qui a condamné le Venezuela, c'est quand le Venezuela a commencé à vendre le pétrole à la Chine en dollars. L'Iran, exactement la même chose. Ça, pour Kadhafi, c'était un peu différent parce qu'il a voulu créer le Fonds monétaire international africain qui allait détourner les pays africains du dollar. Ne perdez pas de vue que le FMI, la Banque mondiale, vous prête toujours de l'argent en dollars. Vous ne comprenez pas la géopolitique si vous ne comprenez pas la finance. Parce que la géopolitique, c'est fait pour les intérêts financiers. Ça va de pair. Très bien. Donc, quand on va parler d'uranium, c'est accessoire. D'abord, l'uranium, d'après ce qu'on savait jusque-là, c'est qu'il n'était pas encore suffisant pour faire une bombe. Mais c'était assez enrichi pour les besoins militaires. Les derniers rapports de la CIA et tout ça ont bien dit qu'il n'était pas encore prêt à avoir une bombe. Et si c'est juste le fait d'avoir une bombe, qu'est-ce que vous faites de la Corée du Nord? Qu'est-ce que vous faites de la Corée du Nord? Très bien. Donc la vraie raison, c'est celle-là, c'est la dédollarisation. À partir du moment où cet exemple est montré de vente du pétrole en autre chose que le dollar, les gens sont en train de dédollariser du monde. Et si vous dédollarisez, les États-Unis deviennent un pays comme n'importe quel pays banal dans le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est la raison pour laquelle ils veulent d'abord, ils ont enlevé le président du Venezuela pour mettre quelqu'un qu'ils contrôlent. La raison pour laquelle, en Iran, ils veulent mettre quelqu'un que les États-Unis contrôlent. Ça, c'est la vraie raison. Tout le reste, ce sont des prétextes. Tout le reste, c'est même quelqu'un qui contrôle. Alors, ils ont pensé qu'ils allaient tuer l'ayatollah, le chef religieux Khamenei, et décapiter le régime, et que, si, à la limite, même si un nouveau arrive, il aura suffisamment peur pour aller se soumettre aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le contraire. Non seulement il y a une résistance qu'eux n'ont pas prévue de l'Iran, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, la supériorité aérienne, ils l'ont toujours pas. En plus, les missiles vont toujours de l'Iran. Et personne ne sait aujourd'hui, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'Iran tient tête.
malgré les bombardements de la coalition américano-israélienne. Les États-Unis viennent d'avoir une déculottée en Ukraine, parce que c'était les pays de l'OTAN contre la Russie. Et tout le monde a vu l'humiliation. Et là, s'ils ont encore une humiliation en Iran, c'est le début de la décadence. Et tout ça parce que la Chine est la plus grosse puissance. Et c'est une façon d'attaquer la Chine. Quand ils vous disent qu'après c'est Cuba, c'est pas vrai. Là aussi, vous voulez écouter ça si vous voulez, moi j'appelle ça la communication. On est en train de couper les racines de la Chine, Venezuela, pour affaiblir la Chine. Et si la Chine s'en aperçoit, la Chine risque de ne pas laisser. Et c'est ce qu'il se passe d'ailleurs. La Chine a envoyé son navire de renseignement pour renseigner l'Iran. Donc on ne sait pas comment ça va se terminer. Et la Russie aussi sait que là, le second n'est pas le Cuba, comme on vous dit. Ça, c'est un leurre. Le second, c'est la Chine. Mais comme on ne peut pas attaquer la Chine frontalement, l'Iran et le Venezuela, on commence par, qui sont des racines nourricières par l'énergie de la Chine, on commence par affaiblir la Chine. D'une part, on commence par faire peur au monde en disant aux gens, restez dans le pétrodollar. Et si vous essayez de ne pas faire ce que les États-Unis veulent, on vous bombarde. Alors, l'histoire de l'uranium, ça, c'est de la rigolade. Ce n'est pas l'essence, à mon avis. Le politicien Trump communique, cache les cartes, jongle, parce qu'il va quand même pas dire à son opinion publique, écoutez, moi je vais vous bombarder pour le pétrole. Il va pas le dire, il va pas le dire. C'est exactement comme pour Saddam Hussein ou comme pour Kadhafi. On ne vous donne pas les vraies raisons. Et c'est toujours des mensonges. Et c'est ça qu'il se passe là. La vraie raison aujourd'hui, c'est pouvoir mettre à la tête de l'Iran une direction en faveur des États-Unis qui va justement continuer à être sous le diktat américain pour contrôler quand même le pétrole iranien, qui est, je crois, le troisième au monde. Le reste, c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Hein. N'oubliez pas non plus ce qui s'est passé. Ils ont commencé par influencer par des révolutions oranges la politique ukrainienne. Et ils ont mis à la tête de l'Ukraine un chef d'État qui leur était favorable. Ils ont commencé donc à poursuivre les russophones. On a oublié ça qu'il y a eu une guerre dans le Donbass avant l'intervention russe. Et cette guerre avait pour but de nettoyer les russophones ukrainiens. Vous avez oublié tout ça? Après avoir installé un pouvoir favorable aux États-Unis. Et c'est ça qui a conduit à l'intervention de la Russie. Et là aussi, le but était d'affaiblir la Russie, comme ils sont en train de faire avec l'Iran. En réalité, le but, c'est d'affaiblir la croissance chinoise, en tout cas de continuer à contrôler au moins l'énergie. Pour comprendre, dans le monde d'aujourd'hui, quel que soit ce que vous produisez, vous avez besoin d'énergie. Comme vous payez cette énergie en dollars, vous payez une taxe aux États-Unis, quel que soit ce que vous produisez dans le monde. Interprétez ça comme ça, en mots simples. Vous payez une taxe aux États-Unis, quel que soit où vous produisez dans le monde, parce que vous avez besoin du dollar, donc de la permission des États-Unis pour produire, pour qu'il y ait de la croissance. Voilà ce que ça veut dire de façon globale. Et les États-Unis se battent pour essayer de maintenir ce leadership. Et ils se battent en fait, vous les financez pour qu'ils fassent des armées qui vont venir vous taper dessus. Vous avez entendu les dernières sorties des Européens? Ils ont dit, arrêtons de financer les États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Moi, je vous explique, c'est un mot plus simple. Et qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine?
pendant la guerre de l'Ukraine. Les États-Unis ont demandé aux pays européens d'augmenter de 5% de PIB les dépenses en armement. En réalité, les armes qu'ils achètent aux États-Unis. C'est-à-dire booster l'industrie de la défense américaine, la rendre beaucoup plus forte. C'est ça que ça veut dire. Et les Européens ont déjà compris. Surtout qu'ils viennent de comprendre aussi que la défense, la protection américaine est un leurre. Ah oui, Macron, il dit déjà, il faudrait qu'on se fasse fort, nous-mêmes, si on veut être grand. Parce que si on compte sur le parapluie américain, ça ne marche pas. Et ce qu'il se passe au Moyen-Orient, les gens n'en parlent pas. C'est la débandade des pays qui ont la protection avec des bases américaines qui sont touchés par l'Iran. Et ces pays qui pensaient être sous la protection des États-Unis. En plus d'Israël, dont on a vu que le soi-disant dôme de fer est percé, allez, voyez comme vous voulez, par un pays comme l'Iran, qui du point de vue de l'électronique militaire n'est pas aussi puissant. Voilà globalement ce qui se présente. Donc nous assistons au fait que les pays producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et tout, qui, parce qu'elles avaient les bases militaires sur leur sol, pensaient qu'elles sont protégées, se rendent compte qu'elles ne le sont pas. Tiens, j'ai dit bases militaires. Ça fait plusieurs mois que je vous parle des bases militaires étrangères en Afrique. C'est sur ce plateau que je vous avais dit, l'unité africaine, mais ça c'est le panafricain qui parle, la nouvelle unité africaine doit avoir des clauses pour que tout pays africain n'ait pas de base militaire étrangère sur son sol. C'est votre première faiblesse. Je vous parle toujours des bases militaires et de l'importance dans la géostratégie mondiale. Ce n'est pas pour vous protéger. Alors je dis à monsieur en Côte d'Ivoire, si vous pensez que la base militaire sur votre sol vous protège, vous vous trompez. Regardez ce qui se passe là. Arabie Unie, Émirats Arabes Unis, tous ces pays, Qatar et tout. Bahreïn et tout ça. Ils sont protégés? Ah non. La même chose pour ceux qui pensent en Afrique que les bases militaires étrangères sur le sol, c'est pour vous protéger. Non, ce sont des rampes de lancement des attaques d'autres pays, les pays qui ne veulent pas se soumettre. Je sors par là pour le premier jet. Merci à vous. Qui est libre à vous de me relancer. Bien sûr, merci à vous, monsieur Henri Atangana. Avant de revenir vers vous, on va justement déjà passer la parole à monsieur Anatole ici. Dès l'entame, monsieur Atangana a estimé effectivement que l'uranium c'était simplement un prétexte, mais ce n'est pas le véritable enjeu. Il a d'ailleurs parlé de guerre de communication, mais il met plutôt en avant la question du dollar, bien sûr, le pétrole, alors la dédollarisation. C'est ça le véritable enjeu autour de cette guerre. Alors pourquoi l'uranium a été, la question de l'uranium a été soulevée aujourd'hui? Madame, ce que je vous ai déjà dit sur ce plateau, que lorsque les impérialistes vont quelque part mener des opérations d'agression d'un État, ces opérations d'agression s'accompagnent toujours d'une propagande. Oui. Et cette propagande est alimentée par des missiles de mensonges. Et c'est le cas. Et le scénario est le même. En Irak, ils vous ont dit que Saddam avait l'arme à la bombe. Destruction massive. Voilà, l'arme de destruction massive, c'est avéré que ce n'était pas ça. Du côté de la Libye, ils vous ont donné un narratif qui s'est avéré être faux. Du côté d'Afghanistan, ils vous ont donné un narratif qui s'est avéré être faux. Du côté du Venezuela, ils vous ont donné un narratif qui est faux, totalement faux. Du côté du Nigeria, qui a été bombardé tout récemment, il y a un narratif qui est faux. D'ailleurs, quels sont les objectifs de Trump en Iran? C'est le pétrole? Oui. Ce n'est pas l'uranium, d'accord. C'est le gaz? Oui. Mais davantage, même si ce n'est pas clair, parce que c'est un débile, dont il y a beaucoup d'ambivalence dans sa communication, si je peux appeler ça comme ça. C'est l'objectif qui est clair. Oui. Beaucoup plus clair, c'est que Trump aide Israël à faire sa guerre qu'il voulait faire depuis des années contre l'Iran. Ce qui est clair. C'est un objectif plus clair là-bas. Donc, pourquoi est-ce que les guerres américaines se déroulent juste sur le territoire, surtout du pétrole? En tout cas, c'est une observation que nous avons faite. Hein. C'est-à-dire que que ce soit en Amérique latine, que ce soit au Moyen-Orient, c'est-à-dire que partout où
les Américains ont mené la guerre, c'est là où se trouve du pétrole. Donc, le pétrole est l'un des enjeux à côté de l'autre narratif, des éléments de propagande liés à l'uranium. Je voudrais un peu raisonner dans l'absurde sur ces questions précises. Oui. Au nom de quoi Trump va empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire? Oui. Au nom de quoi? D'abord, ils sont très mal placés pour faire la morale aux autres parce qu'ils ont été le premier à tuer toute une population avec une bombe atomique. Ce qu'aucun pays au monde en dehors des États-Unis n'ont jamais fait. Au nom de quoi, pour protéger, pour soi-disant protéger Israël qui dispose illégalement d'une arme nucléaire, qui est de manière illégale, d'une arme nucléaire et qui n'est pas contrôlée, les activités nucléaires ne sont pas contrôlées, peut interdire à l'Iran, n'est-ce pas, l'Iran de distribuer une arme de protection de dissuasion. De quel droit eux, les Américains, pensent que les autres pays n'ont pas le droit de se doter comme eux d'une arme de dissuasion? Non seulement c'est révoltant une telle posture, mais en même temps, le monde ne peut plus marcher selon eux. Parce que la guerre, l'agression, c'est même pas une guerre. L'agression qui crée des morts, comme partout ailleurs l'ont fait, dans le monde, en Iran, c'est une guerre contre l'humanité, il faut le dire. C'est une guerre contre l'humanité et au nom du pétrole, n'est-ce pas, du dollar, si vous voulez. Oui. C'est une guerre contre l'humanité. Vous avez des enfants qui sont massacrés, comme à Gaza. Vous avez des populations civiles qui sont massacrées. Vous avez, n'est-ce pas, des installations pétrolières qui sont détruites. Quelles sont les conséquences environnementales? Oui. C'est un élément important. Il y a les conséquences environnementales sur cette question-là, n'est-ce pas, des destructions des installations pétrolières en Iran. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Certainement, dans leur propagande, ils disent que c'est pour, n'est-ce pas, empêcher à l'Iran de se doter des moyens de sa guerre, pour se défendre. Non. Déjà, il faut noter, pour le préciser, que l'agression dont l'Iran est victime n'est pas une guerre préventive. Oui. Parce qu'ils ont parlé d'une guerre préventive. C'est du pipeau. Ça n'existe nulle part. La guerre préventive, ça n'existe dans aucun lexique, n'est-ce pas, juridique dans le droit international. La guerre préventive. Les États-Unis sont situés à plus de 12 000 km de l'Iran. En quoi est-ce que l'Iran peut être une menace pour les Américains? Une menace, oui. Entre l'Iran et Israël, c'est environ 2000 km. En quoi est-ce que l'Iran peut constituer une menace pour Israël? Il faut quand même rappeler que l'Iran est entouré de 7 pays alignés sur les États-Unis. L'Iran est entouré de 7 pays alignés sur les États-Unis. Et dans ces pays, il se trouvent, n'est-ce pas, des bases américaines qui ont été la cible de la défense iranienne. Finalement, qui est dans le tête, qui est l'État terroriste, qui sont les belliqueux. Donc, aujourd'hui, il est prévu d'envoyer des commandos qui auront 2 missions, n'est-ce pas, du côté, non, 3 missions du côté d'Iran. La première mission, neutraliser, n'est-ce pas, le nouveau Mollah, c'est-à-dire les Mollahs, si vous voulez, c'est-à-dire tous ces régimes-là, il faut le déstabiliser. La seconde mission, c'est aller détruire les sources d'uranium, c'est ce qu'ils disent. La troisième mission, c'est ouvrir le détroit d'Ormuz. Vous avez vu, n'est-ce pas, le clone qui est du côté de l'Élysée, là, il vous dit qu'il a mobilisé. Le président français. C'est un clone. Le président français, monsieur. C'est un clone. C'est un clone. Non. Pour nous, c'est mon point de vue. Après, il a mobilisé, n'est-ce pas, quoi? C'est quoi? C'est un pot de quoi? Un porte-avions, c'est quoi? Il a fait ça quoi? Charles de Gaulle, un truc comme ça. Bref, c'est pas intéressant pour nous. Ce qui est intéressant pour nous, c'est
le fait que le bloc américano-occidental freine des 4 fers pour empêcher le monde de basculer dans la multipolarité. Or, la multipolarité, c'est le monde qu'il faut actuellement. C'est le modèle qu'il faut, si vous voulez. La multipolarité, c'est le modèle qu'il faut actuellement dans le monde. Et non l'unipolarité qui est, n'est-ce pas, incarnée par Washington, autoproclamé gendarme du monde, qui fait la guerre à tout le monde au nom du dollar ou du pétrole. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut plus marcher comme ça. Donc, l'hégémonie américaine doit s'écouler. Et puis, pendant qu'on y est, il faut quand même vous rappeler également une fois de plus que les États-Unis sont surendettés. Surendettés. Et ce sont ceux-là qui se proclament à gendarme du monde. Nous pensons, madame, c'est que là, je reviens sur mon coup de gueule tantôt, quand j'entrais dans cette émission, pour dire que vous aviez suivi la propagande de M. Marco Rubio hier, qui soit dit en passant également, c'est un migré, c'est un fils d'immigré cubain, traitait l'Iran d'État clérical et terroriste. C'est vraiment pour contenter, c'est une opinion américaine. Mais nous savons que le véritable État terroriste, ce sont les Américains. Depuis 1945, mettons le curseur à ce niveau-là, combien de pays ont été agressés par les US? C'est combien? Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, combien de pays ont-ils été agressés par les USA? C'est une centaine de pays. Toujours avec le même narratif, le même prétexte, mais toujours avec les mêmes conséquences de destruction. D'accord. Ils disent qu'ils prétendent aller libérer, n'est-ce pas, le peuple iranien à coups de missiles et de bombes. Donc, j'ose croire que les missiles, qu'ils soient iraniens, qu'ils soient américains ou israéliens, n'est-ce pas, discriminent. Font la part des choses. Ici, le missile, c'est que, ici, ça c'est un pro-Mollah, ici, là, c'est un anti-Mollah. N'est-ce pas? Un peu à l'image des enfants qui ont été bombardés alors qu'ils se trouvaient dans une salle de classe du côté d'Iran. Nous avons affaire à des sauvages, déjà que dans, je crois que ce sont le scandale FT nous a renseigné que ce sont des mangeurs, ce sont les mangeurs de la chair humaine. Quand les gens vont à ce niveau-là, c'est-à-dire enlever les bébés, les enfants, boire de leur sang et manger de leur chair, vous avez affaire à quoi? Vous avez affaire à des gens qui sont pires que des sauvages. Donc ce qui s'est passé à Gaza et continue de se passer n'est pas différent de ce qui se passe actuellement du côté d'Iran. Tout ce qu'il faut, c'est que aujourd'hui, le monde, notamment, moi j'aime toujours terminer par prêcher par ma chapelle, c'est-à-dire l'Afrique. Il faut que l'Afrique se dote d'une âme de dissuasion. Il faut que nos deux États africains se dotent d'une âme de dissuasion. Sinon, vous avez, ce qui en s'est passé déjà, vous avez désormais les experts en drone ukrainiens qui sont annoncés en Iran. À la demande de M. Trump. N'est-ce pas, qui est le président d'une grande puissance, mais qui sollicite quand même l'expertise d'une petite puissance, d'un petit pays comme l'Ukraine, pour l'aider à combattre. Et il vient de dire que en Iran, l'opération militaire, c'est presque terminé. Mais dans le même temps, il sollicite l'appui de l'Ukraine en Iran. Donc, il est en train de transporter une fois de plus, de déplacer le conflit. Il y a une co-belligérance. Désormais, l'Ukraine devient co-belligérante dans ce conflit. Et de ce point de vue, si l'Iran peut se défendre et bombarder, envoyer des missiles en Ukraine, on va dire quoi? Dans ce contexte-là, l'Ukraine devient co-belligérante. Il faut donc que l'Afrique se prépare à la guerre, parce que c'est important ce qu'il dit là. Après l'Iran, ce sera quel pays? Ce sera pas en tout cas le Cuba. C'est ça, c'est tellement un pays africain. Puisqu'aujourd'hui, vous avez, il y a des, j'ai envie de dire, il y a des frémissements qui indiquent clairement que après le Moyen-Orient, c'est l'Afrique. Ce sera l'Afrique. Ce qui se passe au Nigeria n'est pas anodin.
Ce qui se passe au Niger n'est pas anodin. Ce qui se passe du côté de Somaliland, voilà, ce n'est pas anodin. Il faut donc qu'on se prépare à une guerre. Je souhaite du bonheur à ces commandos qu'on va envoyer en Iran. Je crois qu'ils vont trouver là-bas, n'est-ce pas, L'uranium. non seulement ils vont trouver de l'uranium, surtout, n'est-ce pas, ils vont trouver les enfants de cœur qui vont les accueillir, n'est-ce pas, avec les hosties. Merci à vous, Monsieur Albert Anatola. Ici, déjà, toutes nos excuses pour ceux qui ne parviennent pas à nous suivre à travers nos différentes plateformes. Bon, je crois que ceux qui sont à la maison aujourd'hui ont toute la priorité, mais l'émission, votre émission sera bien sûr postée tout à l'heure sur nos différentes plateformes. Et donc, nous nous en excusons, ce qui a effectivement aussi des conséquences sur au niveau du standard. Donc, nous n'allons pas aller au standard ce matin et nous allons justement prendre la dernière phase de cette émission pour le dernier tour et peut-être revenir. Hier, nous en parlions, puisqu'on parle toujours de cette agression américano-israélienne du côté de l'Iran et la sortie dernièrement du président, d'ailleurs dimanche, du président américain Donald Trump qui déclarait que le nouveau guide suprême qui a été désigné devrait d'abord avoir l'approbation des États-Unis avant de faire quoi que ce soit. Sinon, il ne pourra rien faire. Du côté de l'Iran, on voit un peu ce qui nous a un peu rappelé l'actualité au Venezuela, où il y a eu des menaces. Ensuite, il y a eu ce kidnapping du président Maduro. Donald Trump qui continue tout de même à maintenir une certaine forme de menace du côté de l'Iran. Est-ce que la posture, est-ce qu'il faudrait prendre cette déclaration au sérieux? Certains analystes que nous avons reçus sur le plateau ont répondu par l'affirmative en ce qui concerne cette menace. Monsieur Henri Atangana, peut-être pour sortir de cette émission, oui, vous l'avez d'ailleurs dit, l'enjeu est ailleurs. Il ne s'agit pas de l'uranium. Donald Trump qui maintient bien sûr la pression. L'Iran qui continue également à se défendre, d'ailleurs qui a refusé tout dialogue et tout cessez-le-feu. Mais pour Donald Trump, tant que le guide, parce qu'il a dit, le nouveau guide, en principe, devrait répondre aux attentes américaines parce qu'il faut protéger les intérêts américains du côté de l'Iran. Et si il n'a pas l'approbation des États-Unis, la situation ne va pas justement trouver une issue. Du moins, le problème ne sera pas résolu de ce côté-là. Monsieur Henri Atangana. Oui, mais c'est ça qu'on appelle le terrorisme. Vous allez dire, oui, c'est comme Triple A vient de dire, c'est ça le terrorisme. Il vous dit, écoutez, si vous ne faites pas ce que je veux, moi, vous serez toujours en danger. D'abord, je viens de tuer votre premier guide, qui était d'ailleurs le père du nouveau guide, et vous-même, vous êtes menacé d'être tué. Il a assassiné, il a enlevé le chef d'État au Venezuela, il a assassiné le guide, et pas seulement le guide, tout un gouvernement. C'est d'une violence. C'est d'une immoralité. Je vous dis, il n'y a pas de morale, il n'y a rien. Il est allé, il a assassiné le guide et toute une flopée de personnel. C'est pas si vous vous rendez compte de la violence. Là, même au Far West, il n'y avait pas pire. Et vous avez donc des gens qui se comportent encore comme au Far West. Des gens qui disent qu'ils vont faire partie des immigrés. Monsieur Trump, c'est quoi? Mais c'est un immigré. Si c'est tout de même pas un Indien, un Amérindien. Donc ce sont des immigrés. Mais qui arrivent, qui ont pris le pouvoir après avoir massacré les autochtones. Qu'est-ce qu'ils font? Et vous explique maintenant qu'il y a des immigrés. On ne sait pas très bien qui il appelle immigrés aux États-Unis. Et nous regardons ça sans leur poser ces questions qui sont élémentaires. Comment tu peux être un occidental aux États-Unis? Tu expliques qu'il y a des immigrés qu'il faut renvoyer chez eux. Et la première personne à retourner chez elle, c'est M. Trump lui-même, c'est-à-dire en Irlande, s'il est irlandais d'origine. Rappelons la naissance des États-Unis. C'est des Occidentaux qui arrivent dans un pays appartenant aux Indiens, ils massacrent tout le continent et ils prennent possession de ce continent. Ce sont des immigrés. Et aujourd'hui, ils nous expliquent qu'ils luttent contre l'immigration, ce qui a fondé les États-Unis. En réalité,
Et c'est justement ça le problème. Ils sont en train de parler de l'immigration qui ne leur ressemble pas. C'est ça qu'ils appellent l'immigration. Mais si vous êtes aux États-Unis et que vous êtes polonais, un immigré polonais, un immigré italien, un immigré irlandais, vous n'êtes pas un immigré. Nous, on sait quelque chose, vous savez, l'Union africaine en Europe. Quand on parle de l'immigration, on parle des personnes d'origine africaine et des Arabes. C'est quand vous venez d'arriver que vous pensez qu'on parle de quelqu'un qui est venu sans les papiers, qui est venu là illégalement. Non. La preuve, vous les entendez dire que oui, ces étrangers viennent profiter de notre système. C'est un peu comme si on a voté un système en Europe en faveur des étrangers. Et nous écoutons. Quand ils interviennent sur leur chaîne, ils disent non, ils viennent profiter des allocations familiales du système. Mais non, il y a un système là. Vous n'avez droit que dans certaines conditions. Et d'ailleurs, je rappelle aux gens en Afrique que quand ils vous disent là qu'il y a des allocations de chômage, d'assurance chômage en Europe, ce n'est pas comme ça. Si vous imaginez que vous quittez l'Afrique, vous arrivez en Europe et on vous donne une assurance chômage, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous expliquer rien que le cas de la Belgique. Quand vous arrivez en Belgique, ça dépend de ce que vous êtes venu faire. Si les travailleurs immigrés, ils n'en prennent plus. Donc, vous arrivez toujours pour d'autres conditions. Maintenant, si vous avez un permis de travail, ce n'est pas facile. Supposez que vous l'ayez, ça suppose au moins que vous êtes là légalement. Donc, avec une identité, vous n'êtes pas un sans-papier. Si vous êtes sans-papier, vous ne pouvez pas avoir un permis de travail. Si vous ne pouvez pas avoir, vous êtes sans-papier, vous ne pouvez pas avoir l'allocation de chômage. Vous ne pouvez pas, déjà, vous ne cotisez pas. Donc, si vous venez là, vous devez cotiser au moins plusieurs années pour pouvoir en avoir droit. Ce qu'on appelle les indemnités, l'assurance chômage. Et je crois il faut travailler au moins ce qu'on appelle un équivalent plein de 3 ans. Ça veut dire que si vous travaillez à mi-temps, vous devez travailler 6 ans. Mais en général, ces gens sont discriminés à l'emploi. Donc, ils font des intérims. 3 mois, on vous appelle, 6 mois, vous êtes à la maison. Ça, c'est la réalité. Donc, vous restez 15 ans à travailler dans ce pays sans avoir droit à l'assurance chômage. 10, 15 ans. Et puis, quand vous l'avez, ça veut dire que vous bénéficiez d'un ensemble de conditions. Vous avez déjà cotisé un certain temps. C'est ça qu'on appelle. Parce qu'en Afrique, les gens pensent que quand on dit assurance chômage, c'est que vous avez fait bon. Et puis, non, c'est pas comme ça. Et ça a été mis et contrôlé. Ça a changé en Belgique. En Belgique, mais les Belges, eux n'avaient pas droit. Ils faisaient juste un stage de 6 mois. C'est-à-dire qu'ils étaient demandeurs d'emploi pendant 6 mois. Et puis, on les indemnisait. Les Belges. En fait, quand on dit les Belges, ça veut dire, faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de Belges qui sont noirs, parce qu'ils sont des Belges de deuxième génération ou arabes. Alors, expliquez-moi, quand vous dites à quelqu'un qu'il en bénéficie, est-ce que vous savez s'il est né belge, si ses parents ne sont pas là? C'est ça le problème. Donc, on pointe tout le monde du doigt. Et quand vous ne connaissez pas le système, vous pensez que dès que vous venez, on vous verse de l'argent et que les Noirs et les Arabes en profitent. C'est comme ça que vous voyez ça. En profiter, ça veut dire qu'ils ne veulent pas travailler et ils en profitent. Qui est discriminé à l'emploi? Ce n'est pas eux. La première personne qui te dit je ne te donne pas du travail parce que tu es africain, nord-africain ou sud-africain, c'est la même personne qui te dit parce que tu ne travailles pas que tu profites. C'est mon frère. Et à un moment, il faut arrêter ça. Donc c'est la même chose aux États-Unis. Quand vous entendez là, l'immigration, les immigrés, c'est qui aux États-Unis? Les autochtones, c'est les Amérindiens. Ils ont été exterminés. Et vous êtes encore surpris de voir qu'un pays est capable d'aller bombarder sans scrupule une classe de gamins. Les gens qui ont exterminé un continent. Vous voyez ce qu'ils font en Iran? Et vous êtes surpris. C'est parce que vous ne voulez pas regarder l'histoire. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Et pour garder leurs intérêts, ils doivent être les maîtres du monde. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à un monde unipolaire. Et ils ont mis dans ce monde unipolaire des outils pour contrôler ce monde. Et ces outils sont des outils financiers, des outils diplomatiques. À l'ONU, c'est eux qui sont les chefs.
les outils diplomatiques, ils ont mis les outils militaires, qui est la partie la plus importante. Théodore Roosevelt disait, il appelait ça Big Stick Policy, la politique du gros bâton. Il le dit depuis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Américains. Si vous essayez de comprendre ce qu'ils disent, non, c'est parce que les Iraniens seraient des dictatures. Enfin, c'est à vouloir rire. Les dictatures. Tu sais, quand tu es américain, tu es irlandais d'origine, tu m'expliques que toi, tu as exterminé un continent, et puis tu m'expliques que toi, les autres sont dangereux s'ils ont la bombe. Et toi, tu ne l'es pas. Non, ce qui se passe, les États-Unis vous disent, nous, on est des êtres supérieurs. On doit garder la supériorité du monde. Et pour garder cette supériorité du monde, on doit taper sur celui qui essaie de se révolter. Et les peuples du monde qui essayent de dire non. Essayons de créer un monde unipolaire, un monde juste. Le paradoxe, c'est que les plus violents, les plus sauvages, passent le temps à montrer les autres du doigt en disant que ils sont des dictateurs, ils ne sont pas des démocrates, ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Eux sont des dictateurs, ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Alors, il n'y a aucun peuple qui a autant massacré les êtres humains sur la Terre que les États-Unis. Si vous en connaissez un, dites-moi lequel. Je ne sais pas. Merci à vous, monsieur Henri Atangana, monsieur Albert Anatola ici pour sortir cette attitude américaine qui continue bien sûr à vouloir dicter sa loi du côté de l'Iran. Mais ils ont toujours dicté la loi de ce côté. C'est eux qui avaient installé le fameux Shah d'Iran, comme ils l'appellent. Et c'est eux qui ont justement organisé une révolution, comme ils en ont l'habitude de le faire, au début des années 80, oui, pour qu'ils quittent le pouvoir. Parce qu'il était plus docile. Là. Mohammad Reza Pahlavi, dont le grand-père de celui qui veut l'installer là-bas, Reza Pahlavi. Oui, oui. C'est eux qui l'avaient installé là-bas, au début des années 70, je crois. Ou 60, à la fin des années 60, il a régné jusqu'à 1969. Quand il est devenu indocile, ils l'ont dégagé. Ouais. Pour installer. C'est là où Ali Khamenei est arrivé, et puis il a commencé à construire l'Iran que nous connaissons, qui est également devenu leur ennemi, alors que le même Ali Khamenei était leur ami quand il fallait combattre l'Irak. C'est important de dire ce que j'ai dit là. Donc en fait, ils pensent que les États, c'est comme un jeu d'échecs. Oui. Ce sont les marionnettes qu'il faut absolument manipuler et mettre qui il veut ou qui il veut pour protéger absolument leurs intérêts. Donc, nous pensons aujourd'hui, déjà, Trump lui-même, c'est un fils d'immigré polonais. Marco Rubio, c'est un fils d'immigré cubain. Donc, en fait, nous avons le sentiment que la plupart des présidents qui n'aiment pas, n'est-ce pas, les immigrés, ce sont généralement les gens qui sont les étrangers, qui ont une histoire d'étrangers, n'est-ce pas, qui sont des étrangers en réalité, et qui ont eu la nationalité de ce pays-là parce que leur père, ils sont nés là. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Je voudrais terminer. Non, je ne vais pas terminer. Le deuxième point sur lequel il faut absolument insister, c'est que le monde ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Il va falloir quand même qu'une autre puissance s'insurge contre cette dictature, parce qu'en réalité, c'était la dictature. C'était la dictature. Ouais. La dictature suprémaciste américaine et américano-israélienne. Oui. C'est quelle est la question? C'est-à-dire que le monde doit fonctionner comme ils veulent. Vous devez utiliser le narratif qui vous impose. Lorsque vous critiquez les actions militaires israéliennes à Gaza ou au Liban, tout de suite on vous traite d'antisémite. Oui. Tout de suite on sort la rhétorique antisémite. C'est comme ça. Quand vous contestez les actions de Trump du côté, n'est-ce pas, d'Iran ou ailleurs, vous êtes traité de terroristes. C'est comme ça que je dis. Donc, il faut que vous ayez un posture politiquement correct, aligné sur Washington, aligné sur Tel Aviv. C'est ça qui est la question. Il ne faut donc pas que le monde ne peut pas continuer de fonctionner comme ça. Il faut absolument accélérer le pas pour que le monde bascule dans la multipolarité. Dans le monde multipolaire, il n'y aura pas des ingérences
extérieure. Ça dit, c'est Washington qui décide qui doit gouverner mon pays, le Cameroun. C'est Paris qui décide qui doit gouverner, n'est-ce pas, qui doit être chef d'État ou bien président du côté du Sénégal. Chez eux, ils n'acceptent pas les ingérences. Absolument, ils n'acceptent pas les ingérences extérieures dans leurs affaires. Mais quand il s'agit des autres, non, c'est armé. C'est pas armé, c'est pas vraiment armé quand il s'agit des autres. La troisième chose qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que cette bataille ne peut plus être l'affaire des... Ça doit être l'affaire des peuples. Que ce soit aux États-Unis ou à Israël, encore que vous avez des minorités qui sont... Vous avez quelques votes dissidents de l'agression israélienne contre l'Iran qui sont matés. Vous avez des voix dissidentes qui sont matées en Israël. Vous avez la censure, mais les gens vous disent que ce sont les démocraties. Mais vous avez la censure qui a repris, n'est-ce pas, de l'envergure de ce côté-là. C'est-à-dire que toutes les images relatives aux dégâts causés par les missiles iraniens sont censurées. Oui. Mais par contre, tous les médias, que ce soit les médias sociaux ou bien les médias conventionnels européens ou israéliens, vous montrent les dégâts causés par les frappes américano-israéliennes du côté de l'Iran. Mais l'inverse est censuré. C'est-à-dire, on vous impose une façon de voir les choses, on vous impose c'est une forme de pensée unique, si vous voulez, c'est une forme de pensée unique qu'on doit vous imposer, et vous devrez être aligné. Si vous n'êtes pas aligné, vous êtes un dictateur ou un terroriste. Du côté de l'Iran, nous ne pouvons que soutenir. Oui. Nous soutenons la résistance, n'est-ce pas, du peuple, n'est-ce pas, des Mollahs, du côté d'Iran, parce que l'Iran n'a jamais attaqué ou agressé un pays. Oui. L'Iran s'est attaqué aux bases militaires américaines situées dans les pays qui l'entourent. Oui. Oui, parce que c'est à partir de là que décollaient certains, n'est-ce pas, certains avions pour aller venir bombarder, n'est-ce pas, l'Iran. C'est à partir de là que partent, n'est-ce pas, qu'on planifie, n'est-ce pas, des agressions contre l'Iran. Il faut donc absolument détruire, n'est-ce pas, tous ces laboratoires d'espionnage. L'Iran ne s'est pas attaqué aux États, à proprement parler, à ces États-là. Je crois que le président iranien a eu l'humilité de s'en excuser, mais tout en les avertissant de ce que si les actions, si vous permettez que les actions d'agression contre notre pays, pas de votre pays, vous deviendrez une cible légitime. C'est aussi clair que le Doroche. Dès lors que vous laissez votre espace, dès lors que vous autorisez que votre espace aérien, votre territoire serve de base arrière aux actes d'agression de Washington bien d'Israël, vous devenez une cible légitime. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Oui. Aujourd'hui, il est important pour les peuples, parce que je vous l'ai dit tantôt, l'agression contre l'Iran, c'est une agression contre l'humanité. Oui. Vous avez, ce ne sont pas des animaux qui sont sur là-bas chaque jour à coup de bombes de missiles. Ce sont des êtres humains, parmi lesquels des enfants, comme à Gaza, parmi lesquels des populations civiles. Ça ne leur dit rien. Mais pourquoi? Ça ne leur dit rien. Pourquoi? D'abord parce que ce sont j'ai envie de dire, des buveurs de sang. Ce sont des satanistes. Il faut le dire, ce sont des satanistes. Oui. Il faut le dire clairement, ce sont des satanistes. Et puis, ces opérations d'agression se passent très loin de leur territoire. Parce que si ça se passe sur leur propre territoire, ils auraient une posture moins arrogante et moins agressive. J'ose croire que l'opinion publique américaine va prendre acte de cette situation. Je crois que les élections de mi-mandat approchent du côté des États-Unis, qu'ils envoient leurs commandos pour aller tuer une fois de plus les Mollahs, pour aller enlever, paraît-il, détruire le stock d'uranium qui est de ce côté. Mais j'ai le sentiment je voudrais également leur suggérer de préparer beaucoup de cercueils. Parce que ils vont pas trouver, ils auront un comité d'accueil qui ne sera pas l'image des enfants de cœur. Ils vont trouver un peuple de combattants qui sait se défendre et qui n'acceptera pas qui ne va pas accepter le diktat de Washington,
qui a été le premier pays à faire usage d'une arme nucléaire, d'une bombe atomique notamment, au Japon. Et ce pays-là, vous avez les dirigeants de ce pays-là qui se prennent en donnant des leçons d'un moralisateur universel. Quand il s'agit d'autres pays qui veulent justement se préserver des agressions, de leurs agressions, avec leurs alliés. Merci à vous, Monsieur Albert Anatole ici. Merci à Monsieur Henri Atangana une fois de plus. Toutes nos excuses encore à nos téléspectateurs, mais votre émission sera bien sûr postée dans les minutes qui suivent à travers dans nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Donc vous pourrez revoir bien sûr l'émission. Mais on vous remercie tout de même pour ceux qui nous ont suivis de bout en bout à travers vos petits écrans à la maison, mais aussi à travers la 96.3 FM For You Radio. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est donc la fin. Demain sera le mercredi des téléspectateurs avec Mbala, mais tout le soir, Guéné sera avec vous dans le cadre du point sur l'actualité. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.